présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et à regarder sur Paris Première. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise et député de Marseille. Êtes-vous pro-russe, antisémite? Voici les questions que soulèvent vos prises de position, les tweets de Jean-Luc Mélenchon ou les votes des députés insoumis au Parlement européen. Vous aurez le temps de nous expliquer, notamment quel soutien il faut apporter à l'Ukraine. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron cette semaine à l'Elysée. Nous parlerons aussi de la situation au Proche-Orient et d'une question à 3 mois des élections européennes. De quelle Europe voulez-vous? Bienvenue Manuel Bompard dans ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger ce dimanche, Pauline Buisson de la rédaction de M6. Bonjour. Et Jim Jarassé du Figaro. Bonjour. Bonjour. Vous étiez donc jeudi à l'Elysée autour du chef de l'État avec les autres responsables de parti pour évoquer la situation en Ukraine et le soutien de la France. Une question de Jim Jarassé. Oui, on va essayer de comprendre, Manuel Bompard, quelle est votre position précise sur la question ukrainienne et ce que vous désapprouvez dans celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est que le chef de l'État dise qu'il n'y a, je cite, aucune limite dans le soutien à l'Ukraine? C'est ce qu'il a dit jeudi lors de la réunion à l'Elysée. Oui, bien sûr que je désapprouve ces propos qui s'inscrivent dans la continuité d'ailleurs des propos qu'il avait tenus quelques jours plus tôt et qui avaient laissé ouvert la possibilité d'une intervention de troupes françaises sur le front en Ukraine. Et je considère que ces propos sont des propos contre-productifs et des propos extrêmement dangereux. Contre-productifs d'abord parce qu'il s'agissait, selon ses propres termes, de créer une ambiguïté stratégique, c'est le terme qu'il a employé. Or, en vérité, ça a produit le résultat exactement inverse, puisque l'ensemble des pays de l'OTAN, l'ensemble des pays de l'Union européenne ont dit non, il ne s'agit certainement pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Et dangereux parce qu'il participe d'une surenchère de discours de guerre qui font courir sur la paix en Europe, mais la paix dans le monde entier, qui est un risque majeur. Et donc je considère que ces propos sont une folie totale. Et je suis très inquiet de voir que le président de la République les a maintenus pendant ce rendez-vous. Très concrètement, donc on comprend que vous n'êtes pas pour l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien, mais est-ce que vous êtes favorable à la fourniture d'armes à l'Ukraine et au renforcement de nos capacités de production d'armes pour les envoyer aux Ukrainiens? Nous avons dit depuis le début exactement toujours la même chose, c'est-à-dire que nous étions favorables à aider l'Ukraine à se défendre et que donc nous étions favorables au fait de fournir à l'Ukraine des armes qui lui permettent de se défendre à partir du moment où on respectait un certain nombre de lignes rouges. Ces lignes rouges, d'abord, c'est que le gouvernement et le pouvoir ukrainien les demandent. Et deuxièmement, que ce ne soit pas des armes qui permettent de frapper le sol russe. Parce que si vous livrez à l'Ukraine des armes qui permettent de frapper le sol russe, il y a un risque de devenir co-belligérant, de devenir acteur de cette guerre. Et nous considérerons que ce serait irresponsable. Et le reste de la suite de notre position, bien évidemment, c'est que la voie militaire, la solution militaire est une impasse. Et que donc la France, plutôt que de chercher, comme le président de la République, Emmanuel Macron, le fait, à devenir en quelque sorte le leader du camp de la guerre, nous considérons que la France devrait prendre la tête du camp de la paix. C'est-à-dire qu'elle devrait s'engager dans des médiations internationales, dans des négociations internationales, pour que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Mais il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens. Ce que vous a présenté dans la situation le président jeudi à l'Elysée, c'est une Ukraine qui risque de perdre la guerre. C'est bien ça la situation actuelle? La situation, en tout cas, si j'en crois les informations que nous a transmis le président de la République, est effectivement extrêmement critique. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que, alors que la situation est critique, alors que selon les propres termes du président de la République, elle risque d'être encore plus critique dans les prochains mois ou dans les prochaines années, du fait de la situation internationale, vous savez qu'il va y avoir des élections aux États-Unis, du fait de la situation interne en Ukraine, où il y a de plus en plus de difficultés et de tensions. Est-ce qu'on considère que dans cette situation, il faut s'entêter sur la voie militaire, ou est-ce qu'il faut essayer, au contraire, de trouver les solutions les plus rapides possibles pour faire en sorte que le conflit s'arrête? Quand un pays est sur le point éventuellement de perdre une guerre, c'est pas le moment où on ouvre des négociations pour parler de paix.
Mais bien sûr qu'à un moment, il faut bien ouvrir des négociations pour parler de paix. Et est-ce que ce moment est venu quand vous avez une Ukraine qui est en difficulté? Mais le moment le plus rapide possible est le meilleur. Parce qu'à chaque fois que la guerre continue, chaque jour de guerre, chaque semaine de guerre, chaque mois de guerre supplémentaire, c'est des pertes supplémentaires en Ukraine, c'est des pertes supplémentaires en Russie. Attendez, la guerre qui continue, je voudrais que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent le comprennent, la guerre qui continue, c'est faire courir sur le monde entier le risque d'une escalade avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Si nous envoyons des troupes françaises en Ukraine, c'est donc 2 puissances nucléaires qui commencent à s'affronter. On parle de combats au milieu de 15 réacteurs nucléaires. Il y a des risques de catastrophes environnementales à tout moment. Donc oui, bien sûr que le plus rapidement possible est le meilleur pour faire en sorte que cette guerre dans les s'arrête. circonstances actuelles, comment vous voyez l'opportunité d'une discussion qui s'ouvre avec Vladimir Poutine? Écoutez, on me dit, j'entends, Monsieur Poutine ne veut pas de négociation. Le président de la République lui-même, dans le rendez-vous qu'on a eu avec lui jeudi, dit les Russes demandent un cessez-le-feu. Mais si les Russes demandent un cessez-le-feu, pourquoi ne faisons-nous pas ce cessez-le-feu pour ensuite poser les questions qu'il faut mettre sur la table pour faire en sorte qu'on puisse avoir un accord de paix? Et on connaît ces questions. Ces questions, c'est la question de garantie de sécurité mutuelle. Vous dites que le président vous a raconté que la Russie demandait un cessez-le-feu. Oui, bien sûr. Avec quelles conditions? À ce stade, selon les informations, encore une fois, du président de la République, il nous dit les Russes demandent un cessez-le-feu parce qu'ils veulent reconstituer leur capacité militaire. Bien évidemment, ce n'est pas notre objectif à nous. Mais s'il y a une possibilité, une hypothèse d'avoir un cessez-le-feu pour ensuite poser sur la table les questions qu'il faut régler, c'est-à-dire la question des garanties de sécurité mutuelle. Je reprends par là même les termes qui avaient été employés par le président de la République, Emmanuel Macron, il y a 1 an à peu près. Oui, mais il était encore en discussion avec Vladimir Poutine. Et alors, est-ce que ce sujet-là, le fait de fournir des garanties de sécurité mutuelle, c'est-à-dire que l'Ukraine ait des garanties de sécurité et que la Russie ait des garanties de sécurité, et la question des territoires qui sont disputés aujourd'hui, parce qu'on sait bien qu'ils sont aussi un motif de cette guerre. Vous avez un pays agresseur et l'une de vos réponses, c'est qu'il faut des conditions de sécurité pour le pays agresseur. Non, je dis qu'il faut des conditions de sécurité mutuelle. Et quand le président de la République s'entête et signe un accord... Quel est le danger sur la sécurité de la Russie? La Russie, on le sait depuis des années et des années, craint l'extension de l'OTAN avec l'installation de bases militaires de l'OTAN à ses frontières. On sait que ça participe des éléments qui, sans la justifier bien évidemment, moi j'ai dit depuis le premier jour que l'agression russe en Ukraine était intolérable, qu'elle était une violation du droit international. Mais est-ce que vous assumez de dire que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre? Je pense que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Oui, je souhaite que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, mais pour que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, je pense qu'il faut négocier le plus rapidement possible. Et donc, vous pensez je voudrais quand même vous dire que, encore hier, j'ai pas l'habitude de le citer, mais là ça me paraît important de le dire, le pape a pris la parole pour dire l'urgence est de négocier aujourd'hui. Il y a de plus en plus de voix qui s'expriment en ce sens. La Chine se propose pour engager des médiations, pour faire en sorte qu'on puisse en avoir un accord de paix. Pourquoi la France reste spectatrice de ces discussions? Pourquoi la France ne prend pas la tête du camp de ceux qui veulent que la paix revienne le plus rapidement possible? Voilà ma position. Manuel Bompard, négocier, ça veut dire que l'Ukraine doit abandonner une partie de sa souveraineté sur son territoire, par exemple le Donbass. Ça, c'est ce que vous demandez aujourd'hui. Non, d'abord je veux dire négocier, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de télévision ou de la part de certains représentants macronistes. Négocier ne veut pas dire céder aux exigences de l'agresseur. Négocier, négocier, ça veut dire mettre sur la table. Vous savez très bien comment ça se passe. Ensuite, il y a un compromis. Mais un compromis, ça ne veut pas dire donner tout à l'une des deux parties belligérantes. Ça veut dire poser sur la table les sujets qui sont responsables ou qui sont au cœur de cette guerre et puis essayer de les régler. Bon. C'est pas à moi de dire ce que l'Ukraine doit accepter ou ce que la Russie doit accepter. Par contre, ce que je sais, c'est que au début du conflit en 2022, le président Zelensky lui-même avait dit que sur la question des territoires disputés, il était prêt à discuter à partir du moment où c'était soumis à un référendum des populations concernées. Donc c'est pas à moi de dire s'il doit l'accepter ou pas, mais lui-même avait ouvert cette piste. Et d'ailleurs, le président de la République, à nouveau jeudi,
nous a dit que si officiellement le président Zelensky affichait comme objectif la reconquête de l'ensemble du territoire ukrainien, il était prêt à aller discuter dans cette voie, c'est-à-dire par la libre détermination des peuples, des populations concernées. Donc vous voyez, si on veut créer les conditions de la paix. En vérité, il y a un chemin qui existe pour ça. Je ne vous dis pas que c'est une solution facile, mais les autres solutions sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dangereuses. Je reviens un instant sur la situation militaire en Ukraine. Selon des participants à la réunion à l'Elysée, Emmanuel Macron a évoqué le scénario d'une progression des troupes russes vers Kiev et Odessa, ce qui pourrait justifier donc une intervention occidentale. Est-ce que vous confirmez ces informations-là ? Je confirme que le président de la République a dit que la situation sur le front était critique et que elle serait sans doute encore plus critique dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Par exemple ? Pardon ? Kiev qui pourrait tomber, par exemple ? Il n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Par contre, il a indiqué effectivement que de son point de vue, et c'est ce que je lui reproche, il ne fallait fixer aucune limite à la forme et à la manière avec laquelle la France doit s'engager dans ce conflit. Il a dit qu'il faut défendre l'Ukraine quoi qu'il en coûte. C'est le terme qu'il a employés. Et je pense que ce sont des déclarations qui sont des déclarations irresponsables. Et les gens qui nous écoutent ont peur, entendez-le, les Français ont peur, se disent mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va s'engager dans cette guerre. Et moi, je ne souhaite pas que l'on s'engage dans cette guerre. Donc quelle est la ligne rouge pour vous ? Vous voulez soutenir des renforts militaires, mais pas de troupes au sol, c'est ça ? On ne comprend pas bien là. Quelle est votre ligne rouge ? Non, mais je crois que c'est pourtant très clair. Ma ligne rouge, c'est livrer des armes qui permettent à l'Ukraine de se défendre. Et donc, avec les conditions que j'ai fixées tout à l'heure à la réponse à la première question qui m'a été posée, mais certainement pas l'intervention de troupes au sol, certainement pas l'intervention de troupes françaises au sol, et certainement pas le fait de continuer à s'enfermer dans cette voie, à s'entêter dans cette voie de la solution militaire. Je pense qu'il faut aller vers la voie diplomatique. Voilà, ma position, elle est simple et elle résonne, je crois, avec ce que pense une grande partie de la population française qui ne veut pas de cette guerre. Cette question de l'Ukraine sera en débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mardi, qu'allez-vous voter à l'issue du débat sur l'accord de sécurité signé entre la France et écoutez, l'Ukraine ? je vais répondre à votre question, mais d'abord, je veux dire quand même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va nous demander de voter sur un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine qui a déjà été signé par le président de la République. C'est-à-dire que si nous votons majoritairement contre cet accord, ça ne change strictement rien. L'accord a été signé. Ça reste un vote consultatif, oui. Bon, donc ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire peut-être que dans une démocratie, on aurait pu se dire que d'abord on allait voter à l'Assemblée nationale pour savoir ce qu'on en pensait, avant que le président de la République tout seul décide d'engager la France sur cet accord qui contient en son sein la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui contient en son sein la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En ce qui me concerne, je suis opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale et fiscale au niveau européen. Parce que tout le monde sait que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne aujourd'hui serait un désastre pour notre agriculture, un désastre pour notre industrie. C'est pour ces questions-là ou c'est vis-à-vis de la Russie que écoutez, quand on est appelé à se prononcer sur un texte et que ce texte contient des questions aussi importantes que donc l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce sont des lignes rouges pour nous et il n'est pas question que nous votions en faveur de ce texte. Je vous repose la question de l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, c'est parce que ça rentre dans un ensemble européen et un espace économique, ou c'est parce que c'est vis-à-vis de la Russie le message que ça envoie ? Mais non, mais c'est tout simplement parce que la France ne pourrait pas le supporter. Écoutez, le peuple français, on sort d'un mouvement, il n'est pas terminé d'ailleurs, de colère des agriculteurs. Et vous avez déjà eu au début de la guerre... Par exemple, aujourd'hui, les agriculteurs ukrainiens n'ont pas nos normes s'ils rentrent dans l'Europe. Justement, c'est précisément la raison pour laquelle j'y suis totalement opposé. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'Europe qu'ils n'ont pas aujourd'hui nos normes, mais qu'ils peuvent apporter chez nous. S'il vous plaît, vous pensez... Ça c'est ce qu'on a raconté aux gens pendant des décennies et des décennies. Vous inquiétez pas, on va faire venir les pays, et puis comme ils vont venir, on va aligner nos règles. Par exemple, en matière agricole, écoutez, les pays qui sont rentrés... Le SMIC en Ukraine est inférieur à 200 € par mois. Vous croyez sincèrement que faire rentrer aujourd'hui l'Ukraine dans l'Union européenne ne va pas se traduire par de nouvelles délocalisations, par une nouvelle concurrence déloyale pour nos agriculteurs ? Au début de la guerre, nous avons signé un accord. La France a signé un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Oui, depuis, en soutien militaire. Il y a à peu près 50% du poulet qui est vendu en France qui provient
d'Ukraine. J'ai rencontré au salon de l'agriculture la filière volaillère, mais ils sont dans une situation extrêmement difficile. Donc ce n'est pas raisonnable de s'engager dans cette voie. Quant à permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, je vous parlais tout à l'heure de garantie de sécurité mutuelle. Précisément, faire en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, c'est s'empêcher toute capacité à fournir à la Russie des garanties de sécurité si on veut pouvoir avoir des garanties Manuel de Bompard, sécurité est-ce que mutuelle. pour contrebalancer l'OTAN, il faut une défense européenne? C'est une proposition de Raphaël Glucksmann, qui est très allant sur cette question. Et puis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, propose de créer un commissaire à la défense. Est-ce qu'il faut plus d'intégration sur ces sujets de défense européenne? D'abord, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette discussion parce que vous avez dit pour contrebalancer l'OTAN. En vérité, les traités européens aujourd'hui disent que la politique de défense européenne doit être articulée et intégrée avec l'OTAN. Donc, pour ma part, je suis défavorable à une défense européenne qui s'intégrerait dans l'OTAN. Deuxièmement, vous savez très bien que pour avoir une politique de défense commune, il faut avoir une politique étrangère commune. La défense, notre pouvoir de défense, elle est au service d'objectifs politiques. Or, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il n'y a pas de politique étrangère commune à l'échelle européenne. En ce qui me concerne, je considère que ce qui doit être notre priorité, c'est faire en sorte que la France soit une puissance qui soit une puissance indépendante, non alignée. Et donc, elle se dote des outils de sa souveraineté, y compris en matière de défense. Ça doit être ça notre priorité. Mais alors, pourquoi vous aviez voté contre la loi de programmation militaire en France qui prévoyait d'augmenter largement les budgets? Mais parce que de notre point de vue, elle était insuffisante sur un certain nombre de sujets. On pourra. Donc il fallait plus de moyens à la défense française en matière de défense. Non, mais par exemple parce qu'elle ne tenait pas compte ça faisait partie par exemple des arguments que nous avons et des amendements que nous avons déposés à l'époque à l'Assemblée nationale. Elle ne tenait pas compte par exemple des nouveaux défis auquel va être confrontée aujourd'hui notre défense. C'est la question du défi cyber, c'est la question des menaces sur la dissuasion nucléaire aujourd'hui. Le cyber. Oui, mais de notre point de vue, pas suffisamment. Nous avions déposé un certain nombre d'amendements sur cette question. Et donc, nous avons considéré que cette politique était très largement insuffisante. Mais nous sommes favorables à ce que la France se dote des moyens de sa souveraineté. Et donc, par exemple, qu'on arrête de délocaliser les industries qui sont les industries essentielles pour la France aujourd'hui. Nous avons participé par exemple aux mobilisations de salariés qui demandaient que les manufactures, les usines de production d'armes, de munitions restent en France et pas qu'on soit ensuite obligé d'acheter des munitions ou des armes à d'autres pays. Parce que quand on veut être indépendant, il faut être en capacité d'être souverain, c'est-à-dire de garantir tout seul ses capacités. Concrètement, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous augmenteriez de façon substantielle le budget de la défense française. Mais ça dépend pourquoi faire. Ça dépend pourquoi faire. La question, c'est pas plus de moyens ou moins de moyens. La question, c'est pourquoi faire. Mais pas seulement. Ça y participe, bien évidemment. Le nerf de la guerre, si je veux dire. Oui, mais ces moyens, vous pouvez les mettre dans l'armée conventionnelle, vous pouvez les mettre dans les nouveaux défis auxquels est confrontée notre armée aujourd'hui. Je vous renvoie à un document, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails ici. Au moment de cette loi de programmation militaire, nous avions fait notre contre-projet de loi de programmation militaire. Je vous invite à le consulter, vous verrez quelles étaient à l'époque nos propositions. Je reviens sur votre position et sur l'idée d'une défense européenne, ou en tout cas d'avoir des coordinations en la matière. Si Donald Trump gagne à l'automne les élections aux États-Unis et que les États-Unis lâchent l'Europe sur la question de l'Ukraine, est-ce que vous pourriez changer d'avis et vous dire là, il faut que l'Europe s'organise? Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que l'Europe s'organise. Je vous dis que aujourd'hui, le projet de défense européenne tel qu'il est inscrit dans les textes fondateurs européens s'inscrit à l'intérieur de l'OTAN et en lien avec l'OTAN. Et pour ma part, je suis pour couper le lien progressivement, pas de manière brusque. C'est-à-dire on peut commencer par sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle lui-même. Mais attendez, en dehors d'un anti-américanisme oui, mais c'est quand même le sujet primaire, majeur. Non, mais attends, en dehors d'un anti-américanisme primaire, non, il y a pas qu'est-ce qui vous pousse à quitter l'OTAN? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un anti-américanisme primaire? On a le droit de considérer que la France doit être indépendante. Dans les raisonnements que Jean-Luc Mélenchon pouvait tenir par rapport à l'OTAN, ça c'est votre caricature. C'est quand même largement teinté d'anti-américanisme. Non, c'est votre caricature. Et il y a toujours eu une caricature, c'est-à-dire que quand nous disons qu'il faut être non aligné, ça veut dire aligné sur les intérêts d'aucune puissance. Ça ne veut pas dire
passer, on va dire, de la tutelle américaine à la tutelle d'une autre puissance. Ça veut dire que la France doit considérer ses positions internationales au regard de ses intérêts et pas au regard des intérêts des autres. Aujourd'hui, pour vous, l'OTAN n'est pas un élément de la défense européenne? Je pense que l'OTAN ne devrait pas être un élément de la défense européenne parce qu'elle nous lie autour des intérêts de la puissance américaine dans un moment, y compris de grandes mutations des équilibres géopolitiques à l'échelle internationale, de recomposition. Tout le monde sait qu'on est face à une grande recomposition. La France se grandirait à ne pas être pieds et poings liés derrière la politique des États-Unis d'Amérique pour être en capacité de parler avec tout le monde. On parlait de négociations. La France serait plus forte sans l'OTAN. Je pense que la France serait plus forte si elle était moins alignée sur les intérêts américains. Ce serait le cas pour la politique d'ailleurs et pour le conflit en Ukraine, comme ce serait le cas d'ailleurs pour le conflit à Gaza, dont on va peut-être parler ensemble. Oui, justement, on va parler du Proche-Orient. L'espoir d'une trêve pour le début du Ramadan qui débute aujourd'hui ou demain s'amenuise. Les négociations ont été interrompues jeudi au Caire. Les délégations israéliennes et du Hamas s'accusent mutuellement d'être trop intransigeantes. Vous diriez que les torts sont partagés ? Non, je dirais que ce qui se produit aujourd'hui à Gaza est intolérable, inacceptable, et que tout doit être fait pour obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu. Je vous rappelle que la Cour internationale de justice, quelle institution judiciaire raccrochée à l'Organisation des Nations Unies, a dit il y a plus d'un mois que ce qui avait lieu à Gaza portait des risques de génocide. Depuis, clairement, le génocide est en cours. Et que la France se grandirait à passer des paroles aux actes, puisque j'ai vu qu'après 50 jours, après à n'avoir rien dit, le président de la République a enfin dit il faut un cessez-le-feu et il faut que les opérations de l'armée israélienne s'arrêtent. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est que la France, et je l'ai fait au président de la République jeudi, passe des paroles aux actes. Ça veut dire que la France doit décréter des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien. Ça veut dire que la France doit décréter un embargo d'armes. Si une armée est en train de commettre un génocide, la France ne peut pas être complice de ce génocide en continuant à livrer des armes. Voilà les positions que nous défendons, tout simplement. La France a des leviers pour agir. Le président de la République a dit la reconnaissance de l'État de Palestine ne doit pas être un tabou. Alors pourquoi ne le fait-il pas immédiatement? Voilà ce qu'on peut faire pour peser sur la situation. Mais est-ce que la voix de la France est audible? On a l'impression que les États-Unis, l'Égypte et le Qatar sont à la manœuvre. La France La France est inaudible du fait des zigzags permanents d'Emmanuel Macron, qui a changé de position en fonction de son interlocuteur. Quand il va voir Monsieur Netanyahou, il lui tape sur l'épaule et il lui dit « Bibi, je suis avec toi ». Ensuite, il traverse la frontière et il va voir l'autorité palestinienne et il leur dit « Il faut respecter le droit international ». Le président de la République a changé d'avis au moins 15 fois sur ce conflit depuis notamment le 7 octobre. Donc, c'est clair que la France a perdu une crédibilité, une audience pour sa parole. Et moi, déjà, il y a plusieurs mois, j'avais écrit au président de la République en lui demandant de rétablir la parole de la France, que la France ait une parole claire. Et cette parole claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir de double standard. Si on est capable de mettre des sanctions à l'égard du pouvoir russe parce qu'il viole le droit international, on doit être capable de mettre des sanctions à l'égard du gouvernement israélien parce qu'il viole aussi le droit international. Quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on dit la Cour internationale de justice s'impose à nous et on a raison de le dire. Mais quand la Cour internationale de justice prend une position qui condamne les actions de l'armée israélienne à Gaza, on nuance cette position. Et ces doubles standards perdent la crédibilité de la parole de la France. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut passer des paroles aux actes maintenant. Il faut que la France ne se contente pas seulement de dire les opérations de l'armée israélienne s'arrêtent, elle doit s'en donner les moyens. Mais sur la question du cessez-le-feu, on va vous poser la même question que sur l'Ukraine. Comment concrètement on aboutit avec un cessez-le-feu avec deux parties qui ne semblent pas prêtes à lâcher, Israël sur son droit à se défendre, et le Hamas, par exemple, sur la question des otages, n'offre aucune perspective. Monsieur, on n'est pas dans un droit à se défendre quand on commet des actions que les autorités internationales qualifient de crimes de guerre et, pour certaines d'entre elles, d'actions génocidaires.
on n'est pas dans le droit à se défendre. Le droit à se défendre, ça n'existe pas dans le droit international, ou en tout cas, ça ne permet pas de violer le droit international. Donc on n'est pas dans le droit à se défendre. Je voulais préciser ça sur votre question. Pour le reste, il faut faire de la diplomatie. Bien évidemment qu'un accord de paix doit permettre d'obtenir la libération des otages, doit permettre d'obtenir la libération des prisonniers politiques palestiniens, pour faire en sorte, et doit permettre de réouvrir une perspective de paix. Et la réouverture de cette perspective de paix, elle passe par la fin de la colonisation, qui est en violation des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et par le fait de mettre en place ces résolutions, notamment les résolutions de 1967, qui permettent aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État. Donc la France, elle doit se faire entendre, parce que la France, elle ne doit avoir qu'une boussole en matière internationale. Le droit international. Toujours se référer au droit international. Et sur le droit international, aujourd'hui, le droit international, il dit que les actions qui sont commises par l'armée israélienne sont illégales, et la France doit les condamner et se doter des moyens qui lui permettent que sa condamnation devienne effective. Vous avez fait le choix de mettre ce sujet dans votre liste pour les européennes. Dans la liste de la France Insoumise, à la 7e place, se trouve Rima Hassan, qui est une activiste d'origine palestinienne. Elle estime que le Hamas mène une action légitime et que la solution à 2 États, que vous évoquiez à l'instant, n'est pas possible. Alors je vous remercie de me poser cette question, parce que ça va permettre de répondre à un certain nombre de caricatures que j'ai entendues depuis que nous avons fait cette annonce. D'abord, je vais vous dire ma fierté d'avoir Rima Hassan sur notre liste. C'est effectivement une femme d'origine palestinienne, elle a grandi dans des camps de réfugiés en Syrie, mais c'est aussi une juriste en droit international. C'est une personne brillante, qui sait de quoi elle parle, qui est spécialiste en particulier de la question des camps de réfugiés. Et donc c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses si elle est élue demain, comme je le souhaite, au Parlement européen. Maintenant, sur les caricatures qui sont faites à son égard. Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient des actions légitimes. Jamais. Elle les a condamnées depuis le premier jour. Elle a dit, par contre, que 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies reconnaissaient la légitimité des actions de la population palestinienne. Elle a fait la distinction très claire entre la légitimité de la résistance palestinienne et les actions qui ont été commises le 7 octobre. Non, attendez, je réponds précisément aux questions que vous me posez, parce que je reviens sur l'un des aspects que vous venez de développer. Je viens d'y répondre. Sur la façon de qualifier ce qu'a fait le Hamas, on avait vu toute votre difficulté à parler de terrorisme. Rima Hassan ne parle pas non plus d'action terroriste. C'est faux. Rima Hassan le qualifie de plusieurs manières. Non, c'est faux. Excusez-moi de vous le dire, vous reprendrez ses déclarations, vous verrez qu'au lendemain du 7 octobre, elle a dit que les actions qui avaient été commises par le Hamas le 7 octobre étaient des actions terroristes. Elle l'a dit. Des crimes de guerre. On peut aussi... Mais attendez, parler de... Ça, c'est extraordinaire. Depuis le 7 octobre, on me dit, vous parlez de crimes de guerre, donc vous euphémisez l'horreur des actions qui ont été commises le 7 octobre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les crimes de guerre sont les crimes les plus graves en droit de la guerre. Ce n'est pas une manière de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas grave. Ça revient seulement à utiliser la langue du droit international, parce que parler de crimes de guerre, c'est par exemple permettre de poursuivre les auteurs de ces crimes devant la Cour pénale internationale. On parle de sujets sérieux. Donc Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient légitimes, et ceux qui continuent à proférer ce type de mensonges sont des calomniateurs. Quant à la question de sa position, puisqu'on me dit, elle a dit Palestine de la mer au Jourdain. Certains disent ceci. Tout à fait, c'est une expression qu'elle emploie. Voilà ce qu'elle a dit précisément. Elle a dit, je défends... Cette expression, elle n'est pas neutre. Attendez, voilà ce qu'elle a dit précisément. Cette expression, elle n'est pas neutre parce qu'elle veut dire... Écoutez ce que les gens disent, pas ce qu'on essaye de faire dire à la place des gens. Je précise votre propos. Oui. L'expression qui est employée est une expression qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'État d'Israël. Mais pas du tout. Mais justement, précisément... Il n'y a pas 2 États, en tout cas. Mais non, précisément, Rima Hassan a dit il faut l'égalité des droits de la mer au Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des droits de la mer au Jourdain? Ça veut dire l'égalité entre les populations de confession juive et les populations arabes de la mer au Jourdain. Ça veut dire la reconnaissance pour les Palestiniens du droit de disposer d'un État. Et ça veut dire, dans l'État d'Israël, l'égalité des droits, c'est-à-dire la fin du régime d'apartheid qui inscrit au cœur de l'État d'Israël aujourd'hui une discrimination entre les personnes de confession juive et les populations arabes. Voilà précisément ce qu'a dit Rima Hassan. Donc, puisque ces clarifications ont été données, j'espère dorénavant que ceux qui cherchent en permanence à torturer ces propositions, à leur faire dire l'inverse de ce qu'elle a voulu dire, vont arrêter de le faire. Manuel Bompard, on va continuer de parler de ces élections européennes. Vous êtes en 3e position chez les candidats de gauche. Votre liste ça dépend des sondages. De dynamique. En tout cas, les derniers ne vous sont pas favorables. On va l'évoquer juste après la pause. À tout de suite. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost.
Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise et député, est notre invité ce dimanche. Juste avant la pause, Manuel Bompard, nous parlions de la situation au Proche-Orient. Nous allons maintenant parler de l'une de ses conséquences en France, l'explosion de l'antisémitisme. Pauline Buisson. Oui, Manuel Bompard, les agressions antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre. Cette semaine encore, c'est un sexagénaire qui portait la kippa, qui a été violemment agressé à Paris dans le 20e arrondissement. Que fait-on, que faites-vous face à cette montée de l'antisémitisme ? D'abord, on dit que les agressions antisémites, les violences antisémites sont inacceptables, au même titre que toutes les violences racistes. Et donc, on a des mots de condamnation. Et puis ensuite, on dit que ce qui se passe au Proche-Orient ne doit pas avoir des traductions en France, que les Juifs de France ne sont pas responsables de l'action qui est commise par le gouvernement israélien au Proche-Orient, et que si certains font cette erreur, je les désapprouve totalement. Et donc j'appelle à être vigilant sur ce sujet, à alerter, à dire que quand une personne de confession juive sera ciblée en France, parce qu'elle est juive, elle me trouvera toujours à ses côtés. Cette semaine, une proposition de loi de la majorité visant à renforcer la répression des injures racistes et des propos négationnistes a été examinée à l'Assemblée nationale. Votre groupe s'est abstenu. Comment ça s'explique ? On s'est abstenu parce que la proposition de loi ne considérait ou ne prétendait répondre au problème du racisme et de l'antisémitisme. C'est une proposition de loi qui concernait à la fois la question des actes racistes et des actes antisémites, mais prétendait n'y répondre que par une inflation pénale. Or, nous avons fait un certain nombre de propositions, qui sont des propositions de sensibilisation, de formation, d'accueil, par exemple, dans les commissariats, pour que les plaintes puissent être mieux prises. Mais la sanction y avait un pénale, certain nombre de propositions. Mais oui, mais madame, on a le droit de considérer que la manière la plus efficace pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme ne réside pas dans cette voie-là et dans cette solution-là. Et on a fait d'autres propositions dans ce sens-là, ce que la majorité présidentielle a rejeté. Nous n'avons pas voulu nous opposer au texte, parce que bien évidemment qu'il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais nous nous sommes abstenus parce que nous ne sommes pas d'accord avec les moyens qui sont proposés pour le faire. Et juste avant la pause, nous évoquions votre candidate donc pro-palestinienne, activiste Rima Hassan, sur les listes pour les élections européennes. Le président du groupe des députés Renaissance, Sylvain Maillard, dit que LFI veut séduire l'électorat antisémite. Écoutez, je trouve ça scandaleux et inacceptable de dire ça. Et je voudrais rappeler ici, puisque vous l'avez dit aussi de manière provocatrice dans votre introduction tout à l'heure, que la France Insoumise, que les militants de la France Insoumise, que les élus de la France Insoumise se sont toujours mobilisés contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Que ceux qui multiplient aujourd'hui les attaques infamantes et mensongères sur les plateaux de télévision à notre égard ne sont jamais allés jusqu'à porter plainte comme ils auraient dû le faire si effectivement ils pensaient que nous étions antisémites. Parce que je rappelle qu'en France, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit qui doit être condamné. Et donc, si les personnes qui viennent nous salir en permanence sur les plateaux de télévision croient vraiment ce qu'ils pensent, ils devraient aller devant les tribunaux et ils devraient nous faire condamner. Sauf que la vérité, c'est qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils savent très bien que nous ne sommes pas antisémites, mais juste, ils essayent de nous salir par voie de médias interposés. Je trouve ça intolérable. La question de cette candidature, c'est est-ce qu'il y a une forme chez vous de clientélisme électoral ? Mais quel est le rapport entre cette candidature et l'antisémitisme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rima Hassan n'est pas antisémite. Elle n'a jamais eu de propos antisémites. Pourquoi M. Maillard fait-il un lien entre la présence d'une candidate, d'une juriste en droit international d'origine palestinienne et l'antisémitisme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je disais tout à l'heure que précisément, si on voulait lutter contre l'antisémitisme, il ne fallait pas importer le conflit, comme on dit en France. Alors pourquoi le fait-il ? Mais sur les accusations de clientélisme électoral. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous pensez que les Français... pour être très clair, vous visez le vote en banlieue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous pensez qu'il n'y a que les gens qui habitent en banlieue qui sont sensibles à la question du droit international ? La position que je défends, la position que nous défendons pour la paix au Proche-Orient, c'est une position universelle. C'est pas la position qui devrait séduire que telle ou telle catégorie de la population. C'est une population qui s'adresse à tout le monde. Et je dis à tout le monde, à tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur confession religieuse, leur lieu d'habitation. Je leur dis, la France, elle se grandit quand elle défend la voie du droit international, quand elle porte la parole de la paix, quand elle est non alignée. Comme on était fiers
alors que c'était Jacques Chirac et je combattais sa politique par ailleurs. Mais comme on était fiers quand Jacques Chirac avait pris la tête du camp de ceux qui s'opposaient à la guerre en Irak, comme on était fiers de la France à ce moment-là. Voilà moi la France que je défends. La France qui me rend fier, c'est celle-là. Vous dites que vous êtes contre l'importation du conflit en France, mais les cortèges auxquels vous participez, par exemple, vendredi, il y avait une manifestation pour le droit des femmes, et il y a des militantes juives qui ont été exfiltrées de cette manifestation, insultées, elles dénonçaient les viols commis par le Hamas. Quelle est votre réaction quand vous voyez ça ? D'abord, je vais vous dire, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et il y a des manifestations partout en France et nous avons effectivement participé à ces manifestations. Et quand on manifeste pour défendre les droits des femmes, eh ben, on dénonce les violences dont sont victimes les femmes en France, mais on dénonce aussi les violences dont sont victimes les femmes dans le monde entier. Et donc, bien évidemment, puisque j'ai entendu, j'en profite sur une autre antenne, Fabien Roussel dire que nous n'aurions pas condamné les crimes sexuels qui ont été commis par le Hamas, puisqu'il y a une enquête de l'ONU qui dit qu'il y a eu des crimes sexuels qui ont été commis par le Hamas, bien évidemment que nous les avons condamnés et que nous les condamnons. De la même manière, d'ailleurs, que cette enquête de l'ONU pointe aussi l'existence de crimes sexuels à l'égard des femmes palestiniennes dans les prisons israéliennes, et nous les condamnons également. Donc je voulais préciser ce point. Pour le reste, donc c'est légitime dans les manifestations du 8 mars de lutter et de dénoncer les violences dont sont victimes les femmes partout dans le monde. Quant au groupe dont vous êtes en train de parler, là, je vous dis franchement, ce groupe n'est pas un groupe de femmes juives. C'est un groupe qui est venu dans cette manifestation avec des personnes armées de gants coquets et de gaz lacrymogène, avec des personnes qui participaient du service d'ordre de ce cortège et qui sont proches ou affiliés à la Ligue de défense juive, qui est un groupe qui est considéré comme terroriste aux États-Unis et en Israël. Donc, oui, on a le droit de manifester le 8 mars pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes du monde entier, les femmes israéliennes, comme les femmes palestiniennes, comme les femmes de tous les pays du monde. Oui, ça c'est légitime. Mais ce groupe-là est un groupe de provocateurs qui a attaqué les événements de la France insoumise, et donc je pense qu'ils n'avaient pas leur place dans cette manifestation. Et vous voyez bien que l'importation, elle est déjà là, en fait, l'importation du conflit. Écoutez, je crois que dans les propos qui sont les miens, que je viens de tenir à l'instant, comme ceux que j'ai tenus avant, je pense que je m'en réfère à des éléments qui devraient être des éléments communs de l'ensemble de la population française. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans mes propos qui donne l'impression que nous participerions de cette importation quand je défends le droit international, quand je défends l'égalité des droits, quand je dénonce les violences sexuelles qui sont commises, qu'elles le soient contre les femmes israéliennes ou contre les femmes palestiniennes? Qu'est-ce qu'il y a dans mes propos qui donne l'impression d'une importation? Par contre, oui, quand la France fait œuvre de double standard, comme je le disais tout à l'heure. Quand on a le sentiment que le gouvernement français n'agit pas de la même manière quand l'agresseur est le pouvoir russe ou quand l'agresseur est le pouvoir israélien, ça, je pense malheureusement que ça contribue à cette importation. Pour revenir sur les prochaines élections, les élections européennes le 9 juin prochain, Emmanuel Macron, cette semaine en Conseil des ministres, a résumé l'enjeu à ses yeux de ces européennes. Il y a ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Vous êtes dans quel... Mais d'abord, je vois bien que Emmanuel Macron, puis M. Attal hier, essayent de confisquer cette élection en faisant croire que cette élection se résumerait finalement à 2 bulletins de vote. C'est-à-dire il y aurait le bulletin de vote de l'extrême droite, de Jordan Bardella, et puis il y aurait le bulletin de vote de Mme Hayé. Bon, je dénonce cette confiscation. Et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous n'y prenez pas garde, si vous ne déjouez pas ce duo qu'ils essayent d'imposer les uns et les autres, alors vous allez être condamnés à subir ça pour les élections européennes, mais pour les élections suivantes aussi. Et donc je leur dis, si vous votez pour la liste conduite par Manon Aubry pour la France insoumise, vous pouvez déjouer ce duo écrit par avance. Parce qu'on me dit, j'entends les macronistes dire, c'est nous ou le chaos. Mais la vérité, c'est que c'est le chaos ou le chaos. C'est le chaos de la poursuite de la politique libérale européenne qui fait beaucoup de mal aujourd'hui à la population française, ou c'est le chaos de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, dont on voit quand elle est arrivée au pouvoir dans d'autres pays en Europe, à quel point elle produit des situations de division extrêmement profondes dans la population. Manon Aubry, justement, elle veut plus d'Europe, elle veut moins d'Europe, elle veut quoi exactement? Mais la liste, notre position a toujours été extrêmement claire sur ce sujet. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, l'Europe libérale, l'Europe des accords de libre-échange, l'Europe de l'austérité qui détruit nos services
services publics, l'Europe du marché européen de l'électricité qui conduit à ce que nos factures d'électricité ont augmenté de quasiment 30% sur les 2 dernières années. Cette Europe-là, nous n'en voulons pas. Mais bien évidemment que nous sommes favorables à rompre en profondeur avec les logiques européennes telles qu'elles sont aujourd'hui. Jusqu'à aller sortir de l'Europe? Mais non. Mais pas avec les logiques européennes telles qu'elles sont aujourd'hui. Pas l'Europe de la concurrence libre et non faussée. Pas l'Europe du libre-échange. L'Europe de la coopération, oui. L'Europe de la clause de la femme la plus favorisée en Europe. C'est-à-dire de faire en sorte que quand on reconnaît le droit à l'IVG dans la Constitution en France, on se batte pour que ce soit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Mais vous savez que si vous remettez un certain nombre de choses en cause et un certain nombre de traités, il y a un moment, ça revient à sortir de l'Europe. Mais pas du tout. Écoutez, d'autres pays le font, pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Un certain nombre de pays ont utilisé ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire dire ces règles européennes-là, on ne les veut pas parce que la population française ne les souhaite pas, donc elles ne s'appliquent pas chez nous. Moi, je crois au principe de la désobéissance par rapport à un certain nombre de mesures en Europe. Et on me dit, c'est pas possible. La France désobéit tous les ans aux politiques européennes. Elle désobéit aux politiques sur la pollution, par exemple. On ne respecte pas la politique européenne en matière de pollution. Donc là, il y a la désobéissance, il n'y a pas de problème. Mais quand je dis il faut désobéir aux directives qui nous obligent à libéraliser les services publics ou aux directives qui nous obligent à avoir des politiques d'austérité, là, on me dit non, ça, c'est pas possible. Donc il faut avoir un peu de cohérence. Voilà notre position, elle est très claire. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, l'Europe d'Emmanuel Macron, de Mme von der Leyen, l'Europe des sociodémocrates européens et de la droite européenne, parce que j'entends beaucoup de choses, mais je rappelle qu'ils gouvernent ensemble. Que M. Glucksmann, Mme Hayet, M. Bellamy participent de la coalition qui gouverne aujourd'hui le Parlement européen. Ce sont eux qui ont voté pour Mme von der Leyen. Ce sont eux qui ont voté pour les accords de libre-échange. Glucksmann, Valérie, c'est la même chose. Je dis qu'au niveau européen, ils participent de la même coalition. Vous aviez pourtant envisagé de faire une liste commune avec Raphaël Glucksmann. Avec le Parti Socialiste, oui, dans la NUPES, bien évidemment. Mais il ne vous aura pas échappé que Raphaël Glucksmann a été, depuis le premier jour, un adversaire de la NUPES. Depuis le premier jour, il a dit qu'il n'y croyait pas, qu'il n'était pas favorable à la NUPES. Comment vous auriez pu être dans une liste commune avec lui si vous avez tant de différences? Mais je ne vous ai pas dit que j'étais favorable à une liste commune avec Raphaël Glucksmann. Je vous ai dit que j'étais favorable à une liste commune de la NUPES. Posez la question aux dirigeants du Parti Socialiste. Pourquoi, après avoir fait le choix de la NUPES, du programme de rupture de la NUPES, pourquoi après avoir défendu avec nous des candidatures communes aux élections législatives, ils ont choisi une tête de liste qui est opposée à la NUPES? C'est à eux qu'il faut poser la question, pas à moi. Dans l'accord de la NUPES, il y avait des divergences sur l'Europe. Il y avait un chapitre européen en commun. Ouais. Il y avait un chapitre européen en commun. Vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses quand même. Il pouvait y avoir certains points sur lesquels on n'était pas d'accord, mais il y avait un chapitre européen où on proposait des positions communes. Ces positions communes, notamment, visaient à dire que ce dont la population française décide en matière de politique de service public, en matière de politique sociale, ne pouvait pas être remis en cause par des directives européennes. Voilà le point d'équilibre qu'on avait trouvé. En tout cas, dans la plupart des sondages pour l'instant, la liste portée par Manon Aubry est derrière celle de Raphaël Glucksmann. Le sondage Elab pour la Tribune du Dimanche ce matin vous donne troisième force de gauche à 7,5%. Est-ce que c'est quand même la dernière élection nationale avant 2027 est-ce que le parti de gauche qui arrive en tête aux européennes aura la légitimité finalement de prendre le leadership sur la gauche en 2027? D'abord, je veux vous dire premièrement que les sondages à 3 mois de l'élection européenne, je propose de les prendre avec attention. Je rappelle qu'à la dernière élection européenne, certains étaient annoncés à 6% le vendredi, ils ont fait 13% le jour du vote. Les écologistes. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, à la dernière élection présidentielle, était annoncé à 8% au mois de novembre, il a fini à 22% au mois d'avril. Donc je propose qu'on soit un peu vigilant sur les enquêtes d'opinion. Mais là où c'est vrai, parce que je ne vais pas contester, là où c'est vrai, c'est que je dis aux gens, si vous n'allez pas voter, si vous restez à la maison, si en particulier les catégories populaires, ceux qui souffrent le plus des politiques européennes aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron, si vous restez à la maison, oui, on risque d'avoir un résultat qui est un résultat difficile. Et donc moi, j'appelle à la mobilisation, j'appelle à l'inscription sur les listes électorales. On est jusqu'à 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales. Et j'appelle à la participation populaire. Vous assumez toujours, pour le reste, pour répondre à votre question, à propos des inscriptions sur les élections, pour les élections européennes, vous assumez toujours votre campagne où vous désignez des gens en disant eux ils votent, alors vous aussi votez? Oui, pourquoi je l'assumerais pas? Parce que ça désignait des gens, ça faisait un peu... J'ai dit qu'ils votaient.
Il n'y a rien de stigmatisant au fait de dire qu'une personne vote. Sous-entend qu'il vote D'ailleurs, pas. cette semaine, on a produit des visuels. Sous-entendre qu'il ne vote pas la France Insoumise. D'ailleurs, cette semaine, j'ai produit un visuel. Manuel Bompard vote et vous. Vous voyez, c'est pas stigmatisant, sinon je ne me serais pas stigmatisé et moi-même. si les autres faisaient ça? Bref, ça ne me dérange pas du tout. Ils peuvent le faire. Ils peuvent d'ailleurs faire un visuel. Manuel Bompard vote et vous, ça ne me dérange aucunement. Et d'ailleurs, si vous étiez vraiment indigné, vous devriez être indigné par le fait que le parti Reconquête de M. Zemmour et de Mme Maréchal Le Pen distribue un tract non aux islamo-gauchistes avec la photo des dirigeants insoumis. Donc vous voyez, vous avez une forme d'indignation à géométrie variable. Bref, vous avez posé une question tout à l'heure. J'y reviens. Je rappelle qu'aux dernières élections européennes de 2019, nous avons fait 6% et qu'à l'élection présidentielle de 2022, nous avons fait 22%. Donc il n'y a pas symétrie entre le résultat de l'élection européenne et le résultat de l'élection présidentielle. Donc vous dites que ça n'aura pas d'incidence sur la désignation d'un candidat de gauche. Attendez, pour autant, je réponds franchement. Je dis aux gens, si vous voulez ne pas voir l'élection présidentielle confisquée entre un duo entre les macronistes et l'extrême droite, si vous ne voulez pas être condamné à choisir entre le chaos et le chaos, il faut nous mettre le plus haut possible aux élections européennes. Parce que plus vous allez nous donner de la force aux élections européennes, et mieux on sera placé ensuite pour incarner l'alternative, pour proposer un autre chemin, une autre issue. On ne va pas quand même être condamné à choisir pendant 3 ans entre est-ce qu'on continue avec la politique désastreuse d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'on prend encore une politique encore plus désastreuse de l'extrême droite qui, en France, dit la France aux Français et qui, au Parlement européen, dit la France au marché, qui vote en faveur des accords de libre-échange, qui vote la politique agricole commune, parce qu'il faut dire là aussi les choses, qui, le dimanche, dit je suis pour les prix planchers pour nos agriculteurs et le lundi, dit non, finalement, je suis plus pour. On ne sait plus où ils habitent. Donc moi, je dis, si vous voulez un bulletin de vote stable, cohérent, qui, au moment des élections européennes, prépare l'alternative dont on va avoir besoin en 2027, il faut voter pour la liste de la France Insoumise produite par Manon Aubry. Pour 2027, Jean-Luc Mélenchon n'a rien exclu. Il pourrait être candidat. Il semble aujourd'hui d'ailleurs même le mieux placé. En revanche, c'est la personnalité politique aujourd'hui la plus rejetée de France, y compris devant Éric Zemmour. Dans toutes les études d'opinion, il a perdu la moitié de sa popularité. Oui. 71%, je complète sur les chiffres, des Français le voient comme un danger pour la démocratie. C'était un sondage CSA à l'automne dernier. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas récupéré le mistigris de la diabolisation qui jusque-là était au Rassemblement national? Écoutez, il y a à peu près 5 ans, je répondais aux mêmes questions sur les mêmes plateaux de télévision, puisque Jean-Luc Mélenchon pas nécessairement pour les mêmes raisons. Disait qu'il était je ne sais pas quoi, c'était pas nécessairement pour les mêmes raisons, parce que c'était après son comportement. Il a réalisé 22% des voix à l'élection présidentielle. Donc, si vous voulez commenter la vie politique à partir de vos sondages, commentez la vie politique à partir de vos sondages. En ce qui me concerne, Mélenchon l'élu je commente la vie politique en fonction des idées que nous défendons, des propositions que nous portons. Qu'est-ce qui, dans le programme que nous portons, serait un danger pour la République et la démocratie? Quand nous proposons la 6e République, la constituante, pour faire en sorte que le président de la République ne puisse pas décider tout seul, comme il le fait là, de ratifier un accord sur l'Ukraine, mais qu'on puisse en débattre collectivement au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux pour la démocratie? Quand nous luttons contre le racisme, quand nous dénonçons l'islamophobie, qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Et pourquoi vous pensez que 7 République? Français sur 10 estiment ça? Comment ça se fait? Je pense que la France Insoumise fait l'objet d'un pilonnage médiatique sans précédent. Donc d'une diabolisation. On assiste à une forme de maccarthisme politique aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on nous reproche de défendre un cessez-le-feu à Gaza. Et parce que nous défendons un cessez-le-feu à Gaza, nous disons que nous aurions des complicités avec l'antisémitisme. Mélenchon qui va envenimer parfois le débat public par un certain nombre de tweets ou par des prises de position. Mais enfin, je veux dire, le problème, c'est que parce qu'on défend un certain nombre de positions, notre point de vue est immédiatement caricaturé. Nous avons déposé 23 signalements à l'Arcom depuis le 7 octobre, avec des gens qui viennent sur les plateaux de télévision, disant qu'il fallait nous buter physiquement. Et personne ne dit rien. Donc, excusez-moi de vous le dire, forcément, au bout d'un moment, ça contribue à donner une image des idées que nous portons, de la famille politique que nous représentons, qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle est. Il n'y a rien dans mes propos qui soient des propos de haine ou de mise en cause de la démocratie. Au contraire, je veux une démocratie plus aboutie en France, parce que la 5e République, la monarchie présidentielle dessaisissent la population d'un certain nombre de décisions. Pauline. Il n'y a rien dans mes propos qui contribue à la division du peuple. Au contraire, je lutte contre toutes les formes de division du peuple et je veux l'unité du peuple français autour d'objectifs politiques. Il y a une personnalité chez les Insoumis qui prend le contre-pied de cette stratégie de radicalisation, c'est François Ruffin. Est-ce que selon vous, il ferait un bon candidat pour l'élection présidentielle? Mais je pense qu'on n'est pas en 2024 à choisir qui va être notre candidat pour 2027. Notre objectif à la France Insoumise, c'est de faire en sorte qu'au moment
où nous devons choisir, nous ayons l'embarras du choix. Et donc je me satisfais de voir que François Ruffin, Mathilde Panot, pour donner ces exemples-là, et d'autres figures, petit à petit émergent dans le paysage politique. Mathilde Panot et François Ruffin, ils ne se positionnent pas tout à fait de la même façon au sein de la France Insoumise. Ben, ça dépend, je ne sais pas, si François Ruffin pense, mais je ne veux pas lui attribuer des intentions qui ne sont pas les siennes, mais si il pense que le chemin pour gagner, en quelque sorte, passe par le fait de revenir, puisqu'il a dit dans une interview, je suis social-démocrate, revenir aux années du Parti socialiste dominant qui met en place la politique de François Hollande, si c'est ce qu'il pense, et je ne veux pas lui faire de mauvais procès, il précisera ses propos lui-même. Alors à partir de ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec lui si c'est ça son orientation. Alors si on prend ses propos publics, pour le coup, quand il dit qu'il n'était pas d'accord après les émeutes de l'été dernier pour dire que la police tue, sur le Proche-Orient, il s'est aussi distingué, il a estimé que la parole de LFI n'était pas à la hauteur de la gravité des événements, et sur la loi immigration, il défendait, lui, une position plus régulatrice de l'immigration. Est-ce que vous... non, enfin, je sais pas... il a pris, sur tout un tas de sujets, il s'est démarqué. Est-ce que sur ces sujets-là, pour vous, c'est plus compatible avec LFI? Moi, voilà ce que je pense, moi. Ce que je pense, moi, c'est que si la gauche veut gagner les élections nationales, elle ne doit pas esquiver certains sujets. Et la question des violences policières, la question du racisme, la question de l'antisémitisme, on en a parlé. François Ruffin dit aussi la question de la sécurité des Français. Mais il faut aussi en parler. Mais à quel moment j'aurais esquivé cette position dans la campagne présidentielle? Vous commencez par parler Mais parce que c'est les points sur lesquels vous m'interrogez, monsieur. Ouais. Vous me dites qu'est-ce que vous pensez de ces propos sur ce sujet. Je lui dis et je dis que considérer que certains sujets sera en quelque sorte annexes ou secondaires, parce qu'il y aurait d'autres sujets qui seraient plus importants que cela, me paraît être une erreur. Et que si la gauche veut gagner, elle doit porter les aspirations de la population française dans son ensemble, y compris de celles et ceux qui sont victimes des oppressions, vous oubliez de parler du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Voilà, et il faut parler à toute cette population et pas mettre sur le second plan certains sujets parce qu'ils clivent. Parce que oui, il y a un problème de violence policière dans la police aujourd'hui, que après la mort du jeune Naël, on a tiré... Le monde politique, Emmanuel Macron, ont tiré des enseignements sur toute une série de sujets, mais précisément pas sur le sujet qui avait produit ce drame, qui est la question du rapport entre la police et une partie de la population. Ça reste un sujet bien central sûr, ça reste et un très sujet important. Et donc je pense que c'est une erreur de considérer que ces sujets-là doivent être mis au second plan. Merci beaucoup, Manuel Merci à vous.